Bonjour et bienvenue dans Enquête criminelle, le podcast. Je suis Jean-Marie Coix. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'une disparition inquiétante. Où est passé Jean-Marc Brunel, ce commerçant de 58 ans? Et pourquoi son frère aîné Dominique, qui vivait en Amérique latine, a-t-il soudainement emménagé dans la maison du disparu? Avec moi, vous entendrez les voix d'Irène et Michel Brunel, les parents de Dominique et Jean-Marc, celles des avocats et journalistes qui ont travaillé sur cette affaire. Bonne écoute. Voici Irène Brunel, 95 ans, et son mari Michel, 91 ans. Ces retraités ont déjà connu bien des épreuves, mais celle qu'ils s'apprêtent à vivre aujourd'hui est la plus terrible de leur longue existence. Assister au procès de l'assassin de leur fils, Jean-Marc Brunel. Et le meurtrier présumé ne serait autre que leur fils aîné, Dominique Brunel. J'ai eu deux garçons, un c'était un ange, je sais pas dire, et l'autre, ça a toujours été un démon. Ce soir, W9 vous plonge au cœur d'une affaire criminelle hors norme qui a fait voler en éclats toute une famille. L'histoire de Jean-Marc à gauche et Dominique à droite. Deux frères que tout oppose et qui entretenaient des relations pour le moins tendues. C'est horrible ce dossier. Cet acte est horrible. Il va se saisir de la barre de fer et il va porter un fort coup à son frère. Cette histoire, c'est vraiment Abel et Caïn, le fils aimé, le fils rejeté. Il savait très bien qu'en tuant son frère, il me tuerait moi. C'est terrible ce qu'il a fait. Terrible. Tout commence en octobre 2015 à Châteauneuf-du-Pape, tout près d'Avignon. Dominique Brunel, 62 ans, est hébergé dans cette jolie villa en plein cœur du village. Elle appartient à son frère cadet, Jean-Marc Brunel, parti en vacances à l'étranger pour 2 semaines. Mais le 27 octobre, Dominique Brunel appelle ses parents, retraités, qui vivent dans le sud de l'Espagne, à Alicante. Il leur explique que son frère n'est pas rentré de voyage, comme prévu. Et il est inquiet. Peut-être eux ont-ils une explication. Il nous a dit « Oui, je comprends pas, parce que je suis allé à l'aéroport à Marseille pour le chercher et il n'était pas là. » Il leur apprend qu'effectivement, il devait rentrer le 25 octobre et on est le 27 et toujours rien, il n'est pas là, il n'est pas rentré. C'est là où je lui ai dit « Alors, si Jean-Marc n'est pas de retour, il y a problème, il y a quelque chose qui n'est pas normal. » Michel Brunel, le père des 2 hommes, s'alarme immédiatement. Car Jean-Marc est un chef d'entreprise qui prend peu de vacances et assume seul la gestion de sa société. Jamais il n'aurait prolongé son séjour sans en avertir ses clients. Et il a des responsabilités au sein d'une entreprise de négoce de fromage et on doit pouvoir le joindre tout le temps. Or là, il n'est pas joignable. Plus inquiétant encore, pendant toute la durée de ses vacances, Jean-Marc n'a donné aucune nouvelle de lui. Pas même à ses parents, dont il est pourtant très proche. Au téléphone avec Dominique, son fils aîné, Michel lui demande d'agir au plus vite. Et je lui ai dit « Va donc à la gendarmerie de Châteauneuf déclarer la disparition de ton frère. » Ce qu'il a fait. Il y est allé et il a dit que son frère devait revenir tel jour et qu'il n'était pas revenu. Seulement voilà, Jean-Marc est majeur
Les gendarmes n'ont donc pour l'instant aucune raison d'ouvrir une enquête, au grand désespoir de ses parents. Ça fait 15 jours qu'il a disparu, on voudrait quand même savoir où il est. Exactement. Alors, l'angoisse des parents est-elle justifiée? Est-il vraiment arrivé quelque chose à leur fils de 57 ans? Vous allez voir que malgré son âge, Jean-Marc n'avait jamais vraiment coupé le cordon avec eux. Et que cette absence inexpliquée marque le début d'un long calvaire pour Irène et Michel Brunel. C'est dans la ville des Angles, tout près d'Avignon, que Jean-Marc a vécu une enfance heureuse, aux côtés de son grand frère Dominique. Devenu jeune homme, bien loin de quitter le cocon familial, il continue de se faire dorloter par sa maman. Jusqu'à 30 ans, il était avec nous. Oui, c'est vrai. Il avait sa chambre, sa télé, en haut et tout. Et c'était super. Et il voulait partir, il partait. Il voulait partir en week-end, il partait. Je ne lui demandais jamais rien. Il avait les clés, il partait. À 30 ans, Jean-Marc prend enfin son indépendance et emménage dans un appartement à Avignon. Mais pour ce fils à maman, il est hors de question de se passer des bons petits plats maison. Il venait manger tous les jours avec nous à midi. Ça, c'est sûr. Et 9 fois sur 10, il portait son souper. C'était le bâton de vieillesse de ses parents. Le fils adoré. La mère me disait heureusement qu'on a Jean-Marc. Le père me disait Jean-Marc est là, dès qu'on a besoin de lui, il arrive. Même il décale des rendez-vous. Il était affectueux, il s'occupait d'eux. Mais voilà, à force de rester dans les jupes de sa mère, Jean-Marc Brunel est devenu ce que l'on appelle un éternel célibataire. Et son statut de vieux garçon n'a pas manqué de faire jaser dans la famille. Tout le monde me disait, c'est pas possible, que Jean-Marc se marie pas, il est pas normal, il est pas... Oh là là, j'ai dit, laissez-le, il a pas envie, laissez-le tranquille. Le jour où il aura envie de sortir avec une fille, il sortira, et voilà. Et justement, à 45 ans, Jean-Marc Brunel fait enfin la connaissance d'une femme qui va faire chavirer son cœur. Il s'agit de Bernadette. Bernadette est quelqu'un de très simple, d'enjouée, d'ouverte. Donc on s'est entendu de suite. Ils ne vivaient pas ensemble, mais ils se voyaient tous les week-ends, ils partaient en vacances ensemble. Voilà, depuis 11 ans, elle était la compagne de Jean-Marc Brunel. Les tourtereaux filent le parfait amour. Et pour la première fois de sa vie, Jean-Marc envisage un avenir avec une femme. Il l'avait même présenté à ses parents. Un événement que Michel Brunel n'est pas prêt d'oublier. C'est là où il est venu, nous l'a présenté en Espagne. Nous l'avons accepté, avec plaisir. Il avait l'air d'être heureux avec cette personne, avec Bernadette. Donc c'était vraiment la première personne avec laquelle Jean-Marc avait décidé de faire leur vie ensemble. Voilà. Jean-Marc avait même prévu de faire le grand saut. Un mariage s'annonçait quelques mois plus tard. À présent, sa soudaine disparition paraît donc vraiment incompréhensible. Et rien a priori ne semble pouvoir l'expliquer. Sauf que Jean-Marc, le frère modèle, n'est peut-être pas aussi exemplaire que cela. C'est son frère aîné, Dominique, qui va bientôt l'avouer aux gendarmes. Il est 18h, le 27 octobre 2015, lorsque les enquêteurs viennent réinterroger Dominique Brunel, qui vit toujours chez son frère disparu.
sonne et c'est Dominique Brunel qui ouvre. Et ils ont juste quelques questions pour développer un petit peu par rapport à sa visite quelques heures auparavant. Sur le ton de la confidence, Dominique Brunel va leur révéler que son frère Jean-Marc est en réalité parti en Ukraine, et ce pour un motif bien précis. Un motif très éloigné de son image de gentil garçon. Dominique les rassure quelque part en leur disant « Écoutez, mon frère est parti en Ukraine, mes parents ne sont pas forcément au courant de ce qu'ils fabriquent là-bas. » Il entretient des relations avec des jeunes filles en Ukraine. Il va sur des sites de rencontres, il va sur des sites d'escort girls ukrainiennes et il discute régulièrement avec des femmes là-bas. Jean-Marc, le chouchou de la famille, qui allait enfin se marier, mènerait en fait une double vie avec des jeunes femmes de l'Est. Et Dominique, le frère aîné, a des preuves. Il présente aux gendarmes le devis du voyage en Ukraine. Et d'ailleurs, selon lui, son frère y allait très régulièrement. L'été précédent, en juillet, il y était. Et le devis montre effectivement un voyage prévu, en tout cas pour ce mois-ci, vers Odessa. Alors, Jean-Marc Brunel aurait-il rencontré une Ukrainienne sur un site d'escorte qui lui aurait donné envie de tout quitter? Est-ce que c'est pas un refus d'obstacle juste avant le mariage? Genre une espèce de fuite en disant « Mais je suis complètement dingue, j'ai 57 ans, je vais pas me marier à 57 ans. » De retour à la gendarmerie, les enquêteurs décident de faire quelques vérifications supplémentaires. Ils s'intéressent d'abord au compte en banque de Jean-Marc Brunel. Et la surprise, le 16 octobre 2015, jour de son départ en Ukraine, de drôles de mouvements bancaires ont été enregistrés. Les gendarmes découvrent alors que le 16 octobre, Jean-Marc Brunel a demandé la clôture de ses comptes épargne, donc l'assurance vie, le plan épargne logement, et de faire transférer sur ses comptes courants. Il semblerait que Jean-Marc ait eu soudainement besoin d'argent liquide. Alors cet argent lui aurait-il servi à refaire sa vie en Ukraine? Ou plus grave, se serait-il mis dans une situation à risque dans ce pays réputé dangereux? Qu'est-ce qui aurait pu se passer là-bas? Est-ce qu'il est tombé dans un piège? Est-ce qu'on essaye de lui soutirer de l'argent? Est-ce qu'il est tombé en fait sur la mauvaise personne? Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Alors que les gendarmes s'apprêtent à se lancer sur la piste ukrainienne, ils effectuent une ultime vérification concernant le vol de Jean-Marc vers Odessa. Et là, surprise. Les gendarmes vont donc faire des réquisitions auprès des compagnies aériennes françaises, plusieurs, auprès de différents aéroports français. Et là, on découvre que Jean-Marc n'a jamais embarqué à bord d'aucun vol et qu'il ne figure sur aucune liste de passagers. Jean-Marc Brunel n'est en réalité jamais parti, ni pour l'Ukraine, ni pour aucun autre pays d'ailleurs. Alors pourquoi Dominique aurait-il menti délibérément aux enquêteurs? Est-il impliqué dans la disparition de son frère? Les gendarmes doivent absolument en savoir plus sur ce frère aîné bien mystérieux, et ils ne sont pas au bout de leur surprise. Les enquêteurs s'intéressent alors à la fratrie Brunel, pour savoir quelle était exactement la nature de leur relation. Et ils vont découvrir que dans cette famille, il y avait Jean-Marc, le fils modèle, et Dominique, le fils à problème. Que de bêtises, que de bêtises. Les accidents de moto,
en permanence. Avec sa moto, il m'a approché quelqu'un sur un passage clouté. C'était Dominique. Dominique, l'adolescent rebelle, devient un jeune adulte qui peine à trouver sa voie. Après un début de carrière peu prometteur dans l'architecture, il se rêve chef d'entreprise et lance plusieurs sociétés sans grand succès. Dominique n'était pas fait pour faire du négoce. Il nous en a donné la preuve à maintes reprises par des créations de sociétés qui ont toutes mal fini, toutes mal terminé, parce que ce n'était pas un gestionnaire. Pas du tout. Dominique, un mauvais gestionnaire qui, selon ses parents, vivrait largement au-dessus de ses moyens. Quand il a eu travaillé un peu qu'il a gagné 4 sous, il est dépensé tout de suite. Il est attiré par tout ce qui a de l'argent, et il aime les belles choses, et il aime surtout bien profiter. Et à 45 ans, marié et père de 2 enfants, Dominique, criblé de dettes, décide de quitter la France pour repartir à zéro. Direction le Venezuela, en Amérique du Sud. Il embarque avec lui sa famille. Mais au soleil, le bonheur sera de courte durée. Sa compagne expliquera qu'elle, c'est pas finalement ce qu'elle avait envie de faire, qu'elle l'a fait plus pour Dominique, et qu'elle, elle n'est pas heureuse en Amérique du Sud. Donc elle va rentrer avec les enfants. Après son divorce, Dominique ne se laisse pas abattre. Il déménage au Panama et s'y installe définitivement. Et malgré l'éloignement, il reste proche de son frère Jean-Marc, son cadet, qu'il l'héberge régulièrement lorsqu'il revient en France voir ses enfants. Il va passer des vacances en France régulièrement, 1 à 2 fois par an. Et à chaque fois, il loge chez son frère, Jean-Marc. Ils ont de bonnes relations. Et il a même sa chambre chez Jean-Marc. Mais alors, si les 2 frères sont tellement proches, comment se fait-il que Dominique ait menti aux gendarmes ? Souvenez-vous, l'aîné a raconté que Jean-Marc était parti en vacances depuis 15 jours. Mais en réalité, il n'a jamais pris l'avion pour l'Ukraine. Alors, ce mensonge cache-t-il une terrible vérité ? Dominique Brunel serait-il à l'origine de la disparition de son petit frère ? Le 28 octobre au matin, les enquêteurs décident de retourner à la villa de Châteauneuf-du-Pape afin de demander à Dominique de s'expliquer. Et là, quand ils arrivent devant le portillon, la Golf grise de Jean-Marc n'est plus là. Et la maison est fermée, il trouve porte close. Visiblement, Dominique est parti en pleine nuit. De toute évidence, Dominique Brunel est parti au volant de la voiture de son frère. Pris de court, les gendarmes lancent immédiatement une recherche pour retrouver au plus vite la Golf grise et son conducteur. Et par chance, les résultats ne se font pas attendre. Le véhicule a été flashé la veille au soir en excès de vitesse sur l'autoroute en direction de la frontière espagnole. La voiture, la Golf grise, est retrouvée à Madrid, sur le parking de l'aéroport de Madrid, au terminal 1. Les gendarmes français vont demander l'exploitation des vidéosurveillances de l'aéroport. Et sur les images de vidéosurveillance, on va voir Dominique Brunel avec sa valise qui embarque à bord d'un vol pour le Panama. Les suspicions des enquêteurs à l'encontre de l'aîné des Brunel se confirment.
Dominique a purement et simplement pris la fuite. Un mandat international de recherche est alors émis à son encontre. Et vous allez voir qu'un nouveau témoin va donner un tournant particulièrement inquiétant à cette enquête. À la gendarmerie, la femme de ménage de Jean-Marc Brunel est auditionnée. Il s'agit de Sarah. Et voici ce qu'elle raconte. 15 jours plus tôt, au moment du départ en vacances de son patron, Sarah, qui comme tous les mardis après-midi fait le ménage chez Jean-Marc, remarque quelque chose d'anormal. Elle se rend compte que des choses ont disparu et ont été changées dans la maison. Le tapis a disparu. Il manque à ce moment-là la commode. Il manque un miroir. Elle a l'impression que les canapés ont été changés de place. Sarah raconte avoir également été surprise par l'attitude du frère de son patron, qui est présent dans la maison. Et en effet, Dominique Brunel, alors qu'il est invité chez Jean-Marc, se comporte comme s'il était le propriétaire des lieux. Elle constate que Dominique est installé derrière le bureau de Jean-Marc en train de fouiller dans ses papiers. Elle a l'impression d'avoir changé de patron. Elle a l'impression qu'il a pris la place de son frère. Mais c'est dans le bureau que Sarah va faire une découverte des plus troublantes. Elle va découvrir quelque chose qui, là, vraiment va l'angoisser. C'est que sur le bureau de son employeur, elle va découvrir ses 3 cartes bancaires. 2 cartes comme ça posées et une 3e qui est encore collée sur le courrier de la banque où il est stipulé le code confidentiel. Et ça fait partie des éléments qui lui permettent de dire c'est bizarre, je connais mon patron, il laisse pas ce genre de documents traîner. En effet, Sarah sait que Jean-Marc ne laisserait jamais traîner ses cartes bancaires sur son bureau. Elle en conclut donc qu'il se passe quelque chose de grave au domicile de son patron et qu'elle doit se méfier de Dominique. Et il y a un dernier élément qui va lui donner raison. Sur la propriété de Jean-Marc, dans le cabanon, là où il laisse ses affaires, il gare aussi sa moto. Une moto toute neuve que Jean-Marc venait d'acheter. Une magnifique moto, une grosse cylindrée. Et là, la porte du cabanon est ouverte, ce qui n'arrive jamais, et surtout la moto a disparu. Selon Sarah, Jean-Marc Brunel, très fier de sa moto, n'aurait jamais accepté de s'en séparer. Tout porte à croire que Dominique s'en serait débarrassé. Avec le témoignage de la femme de ménage, les gendarmes ont maintenant la conviction que Dominique est à l'origine de la disparition de son frère cadet et que c'est au domicile de ce dernier que tout s'est joué. Dans l'après-midi du 28 octobre 2015, les enquêteurs perquisitionnent la villa de Châteauneuf-du-Pape. Le salon est passé au peigne fin. Et c'est justement dans cette pièce qu'ils vont relever un élément qui laisse peu d'espoir de revoir un jour Dominique Brunel vivant. On voit des auréoles sur les murs, sur les chambranles de porte. Des petites taches brunâtres qui ont d'ailleurs été partiellement nettoyées. Mal nettoyées, mais nettoyées. Et assez rapidement, ils vont déterminer qu'il s'agit bien de taches de sang. Et les analyses vont confirmer qu'il s'agit bien du sang de Jean-Marc Brunel.
trouvé effectivement une flaque de sang au niveau des canapés. Ils vont trouver du sang au niveau de la cheminée. Quand on voit autant de traces de sang, on se dit forcément qu'il y a eu quelque chose, qu'il y a eu une attaque violente, en tout cas quelque chose d'une grande violence. Une information judiciaire pour homicide volontaire est ouverte. Alors que s'est-il passé dans la maison de Jean-Marc Brunel ? A-t-elle été le théâtre d'un meurtre barbare ? Vous allez voir que la clé du mystère se cache en réalité sous les yeux des enquêteurs. À Châteauneuf-du-Pape, 4 jours après le début de cette mystérieuse affaire, tous les proches de Jean-Marc Brunel sont convoqués à la gendarmerie. Et c'est justement derrière ces murs que va se jouer une scène à glacer le sang. Voici Jérémy Martinez. Il n'est pas prêt d'oublier cette journée. Ce maçon de 32 ans a lui aussi été convoqué pour être entendu, car avec ses ouvriers, cela fait 10 jours qu'il fait des travaux chez la voisine de Jean-Marc Brunel. La gendarme me fait asseoir, me dit d'attendre. Donc là, je rentre, je m'installe. À ma droite, un couple de personnes âgées. C'est le hasard pur qui fait que le maçon, il va s'asseoir à côté des parents de Jean-Marc. Jérémy Martinez ne sait pas à cet instant qu'il est assis à côté des parents du disparu. Eux aussi ont été convoqués par les gendarmes et ils ignorent également tout des dernières avancées de l'enquête. Le maçon, lui, il sait pas pourquoi il est là, il est au courant de rien. Donc il discute avec la vieille dame à côté de lui. Il m'a dit, moi je comprends pas pourquoi on m'a fait venir à la police aujourd'hui. Et vous et j'ai dit, mon fils a disparu depuis 15 jours et on le cherche. Et quand Irène donne l'adresse de la maison de son fils, le maçon, ça fait tilt dans son esprit. Et il dit, mais moi je suis allé là, dans cette maison. La dame à côté de moi me pose la question, est-ce que vous avez vu mon fils ? Et j'ai dit oui, on a travaillé chez lui. Mais la personne que Jérémy Martinez a rencontrée n'est en fait pas Jean-Marc, mais Dominique, son frère aîné. Et le maçon de raconter à Irène Brunel un épisode qui s'est déroulé il y a quelques jours seulement. Un épisode particulièrement sordide. Voilà, une personne est venue nous voir, donc le voisin, et il nous a demandé ce qu'on était en train de faire, savoir si on allait couler du béton. Je leur dis, vous n'auriez pas quelques mètres cubes de béton qui vous resteraient là, j'ai besoin d'assainir le fond de mon puits là. Pétrifiée, Irène commence à entrevoir l'horrible vérité. Je dis, mais qu'est-ce que vous avez fait ? Et j'ai dit, on allait lui mettre dans son puits un peu de béton. Et là, cette dame s'est mise à pleurer, mais alors, c'était inimaginable de la voir comme ça, son mari qui la console. Et là, je me suis dit, tu as dit une connerie ou... Pourtant, voilà, j'ai été sincère, elle m'a posé une question, j'y réponds. Jean-Marc, il est dans le puits. Merci d'avoir écouté la première partie de cet épisode consacré à l'affaire Brunel. Dans la seconde partie, vous allez découvrir qu'un témoignage troublant va faire basculer l'enquête. Bonjour et bienvenue dans Enquête criminelle, le podcast. Je suis Jean-Marie Goua. Dans la seconde partie de cet épisode consacré à l'affaire Brunel, vous allez découvrir qu'un témoignage troublant va faire basculer l'enquête. Avec moi, vous entendrez les voix d'Irène et Michel Brunel, les parents de Dominique et Jean-Marc, celles des avocats et journalistes qui ont travaillé sur cette affaire. Bonne écoute.
Irène est effondrée. Elle vient de comprendre que le corps de son fils adoré repose sans doute au fond de son puits. Les gendarmes se rendent alors en urgence au domicile de Jean-Marc afin de vérifier les informations du maçon. Des opérations sont alors entreprises pour sonder le fond du puits. Et dès qu'il commence à casser ce puits et à casser la dalle de béton, ils vont sentir l'odeur caractéristique. Et là, ils vont découvrir une bâche dans la terre, dans les graviers. Il s'agit d'un sac mortuaire, d'une housse mortuaire, avec une fermeture éclair. Ils ouvrent cette fermeture éclair. Et ils sont nez à nez en présence d'un corps humain. Les gendarmes sont face à une scène digne d'un véritable polar. Il s'agit bien du corps de Jean-Marc Brunel, en état de décomposition avancée. Ce cadavre a les mains nouées dans le dos avec 4 serflex et sur la tête, un sac poubelle noué au cou. Et d'après les résultats de l'autopsie, la victime a vécu l'horreur. Jean-Marc présente 5 plaies à l'arrière de la tête. 5 coups d'un objet contendant, probablement une barre de fer ou une batte de baseball, on ne sait pas très bien. Mais ce n'est pas la cause du décès. La cause du décès, en réalité, c'est l'asphyxie. Et comme il a un sac plastique noué autour de la tête, on imagine qu'il a suffoqué à ce moment-là. Jean-Marc Brunel a donc vécu une lente agonie. Et pour les enquêteurs, le responsable de cette exécution barbare pourrait bien être son frère aîné, Dominique. Mais alors pourquoi aurait-il sauvagement assassiné son cadet ? Une question à laquelle seul le fugitif pourrait répondre. Problème, Dominique est toujours en cavale au Panama. En attendant de pouvoir mettre la main sur Dominique, les enquêteurs en charge de l'affaire cherchent à établir un mobile à ce qui semble bien être un sordide fratricide. Et c'est en fouillant dans le passé du fugitif qu'ils vont découvrir que Dominique, qui avait de gros problèmes financiers depuis des années, se tournait constamment vers ses parents pour obtenir de l'argent. Donc il leur demande 1 000 € par-ci, 2 000 € par-là, à chaque fois en disant j'ai besoin de m'acheter ci ou j'ai besoin de m'acheter ça. Il faut se mettre à la place des parents. C'était notre enfant, c'était notre fils. On ne peut pas laisser un enfant comme ça. Donc, nous avons accepté ces demandes au cours des années. C'était presque tous les mois où il fallait envoyer un peu d'argent, même après quand il était à Panama, jusqu'à ce qu'on parte en Espagne. Alors là, on a dit stop. On était arrivé à 100 000 €, j'ai dit ça suffit. Du jour au lendemain, Dominique se retrouve donc sans aucune ressource financière. Alors, privé de l'argent de ses parents, est-il venu à Châteauneuf-du-Pape en octobre 2015 pour soutirer de l'argent à son frère? L'aurait-il tué pour faire main basse sur sa fortune? Une hypothèse crédible, d'autant que, souvenez-vous, les cartes bleues qu'avait découvert la femme de ménage sur le bureau de son patron ont justement été utilisées. Avant de fuir, Dominique Brunel s'est donc fait passer pour son frère auprès des banques. Dominique, il a contacté les banques de Jean-Marc pour leur signifier de faire des virements sur son compte. Dominique a vidé littéralement les comptes bancaires de son frère Jean-Marc avant de prendre la fuite au Panama.
Autre manœuvre bancaire pour le moins curieuse, on s'aperçoit que Dominique a monté un dossier de crédit au nom de son frère Jean-Marc. Jean-Marc pouvait bénéficier d'une ouverture de crédit de 9 000 €. Et Dominique demande immédiatement que les 9 000 € lui soient virés, ce qui apparemment est accepté par la banque. Et ce n'est pas le seul stratagème que Dominique a mis en place pour récupérer de l'argent. Là encore, c'est Sarah, la femme de ménage, qui avait découvert le pot aux roses. De nombreux objets manquaient au domicile de son patron. Et justement, les enquêteurs ont remonté la piste de plusieurs d'entre eux, dont la moto. Les enquêteurs découvrent que la moto de Jean-Marc a été vendue sur le Bon Coin pour la coquette somme de 11 000 €. Et toutes les sommes mises bout à bout, on est sur une somme globale à peu près de 20 000 € avec la vente de la moto. Je ne sais pas ce qu'aurait fait Dominique si personne n'était intervenu. Il aurait peut-être probablement fait encore des tas de choses. Il aurait peut-être mis la maison en vente. Il aurait peut-être obtenu un crédit sur la maison, sur la vente. Je ne sais pas ce qu'il aurait été capable de faire. Pour les enquêteurs, plus de doute possible, c'est bien le mobile financier qui serait à l'origine de ce crime. Ils n'ont alors qu'une idée en tête, retrouver Dominique Brunel pour qu'il vienne s'expliquer. Malheureusement, les autorités panaméennes ne semblent pas pressées de coopérer. Les semaines, les mois passent, mais toujours pas d'arrestation. Une attente insupportable pour Irène et Michel Brunel. Les parents de Brunel sont désespérés parce qu'ils aimeraient vraiment que leur fils Dominique soit arrêté. J'aurais eu quelques années de moins, je partais, j'y allais. J'allais le chercher. C'était pour nous quelque chose de très important. C'est malheureux de le dire, mais nous souhaitions qu'il soit arrêté pour être puni pour ce qu'il avait fait. En octobre 2016, un an après la mort de Jean-Marc, les parents décident de passer à l'action. Avec l'aide de leur avocat, ils organisent une conférence de presse pour alerter l'opinion publique et raconter leur histoire. La police et la justice, ils n'aiment pas trop qu'on parle d'eux. Nous avons voulu faire un petit peu pression. Tant qu'ils n'auront pas fait quelque chose, je parlerai. Et contre toute attente, ce coup médiatique va finir par payer. Hasard du calendrier ou pas, un mois plus tard, Dominique Brunel est effectivement arrêté par les autorités au Panama et on le met en prison. Fait rarissime, les autorités panaméennes ont accepté d'extrader Dominique Brunel le 17 décembre 2016. L'homme va devoir s'expliquer. Avouera-t-il le crime ? Est-il vraiment le meurtrier de son frère, comme le pensent ses parents ? Le 14 février 2017, près d'un an et demi après le meurtre de Jean-Marc Brunel, Dominique, son frère, est auditionné par le juge d'instruction à Avignon. Et à la surprise générale, l'homme ne nie pas les faits. Mais il va livrer une version bien différente des constatations de l'enquête. Et là, il va admettre être à l'origine de la mort de son frère. Pour lui, ce qui s'est passé, c'est une bagarre qui a mal tourné. Et le récit qu'il fait du 13 octobre 2015, jour de la mort de Jean-Marc, est à peine croyable. Dominique explique que ce soir-là, son frère l'aurait empêché d'aller rendre visite à ses deux enfants, qui habitent à quelques kilomètres de Châteauneuf-du-Pape. Dominique avait demandé à son frère Jean-Marc de lui prêter sa voiture pour qu'il aille voir ses enfants. Et Jean-Marc aurait refusé. Dominique, il se dit, ce soir-là, je vais discuter avec lui et je vais lui dire, mais qu'est-ce qui se passe déjà ? Et je vais lui dire quand est-ce qu'il envisage que je puisse voir mes enfants. Il dit que ce soir-là, son frère, étonnamment, va
explosé en lui disant « Mais si t'es pas content, tu sors de chez moi ». Une violente dispute aurait alors éclaté entre les deux frères. Dominique aurait repéré une barre de fer, dissimulée dans le canapé, et s'en serait servi comme d'une arme pour se défendre. Et il va porter un fort coup à son frère. Il va expliquer que suite à ça, ils vont se battre, s'empoigner, des coups vont être portés, et que d'un coup son frère va s'écrouler. Dominique aurait alors pris le pouls de Jean-Marc et constaté sa mort. Il serait ensuite resté de longues minutes, prostré, à côté du corps de son frère. Et que là, il va commencer pour lui cette phase un peu folle dans laquelle il va se dire « Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ?» Il met un sac plastique autour de la tête de Jean-Marc parce qu'il ne supporte pas de voir son frère mort. Ces explications ne collent pas du tout avec les constatations médico-légales qui ont établi que Jean-Marc était mort asphyxié. Bien entendu, son frère n'était pas mort. Il lui loue les mains également pour pas qu'il puisse enlever le sac. Et voilà. Dominique poursuit son récit en expliquant avoir ensuite mis son frère dans une housse mortuaire, puis à l'aide d'une poulie fait disparaître le corps tout au fond du puits. Tout dans ce récit fait penser à un scénario criminel parfaitement rodé. Pourtant, Dominique continue de clamer au juge qu'il s'agit bien d'un accident. À aucun moment il ne voulait tuer son frère, Jean-Marc. Seulement voilà, il existe des preuves accablantes. Car grâce aux résultats des analyses sanguines réalisées sur la victime, il est désormais établi que Jean-Marc Brunel a en réalité été drogué avant de mourir. Jean-Marc Brunel a ingéré une quantité importante de mélatonine. La mélatonine est une substance créée par l'organisme qui facilite l'endormissement. Et on se rend compte que Jean-Marc a un taux de mélatonine dans son corps qui est beaucoup plus important que le normal, X fois plus important, mais beaucoup, hein, pas un tout petit peu plus. Il a forcément absorbé, de gré ou de force, des cachets de mélatonine. Jean-Marc aurait donc été drogué par son frère aîné, Dominique. Et ce n'est pas tout. 2 achats réalisés par Dominique sur Internet, plus d'1 mois et demi avant son crime, font penser que l'aîné des Brunel aurait prémédité son geste. Le premier, c'est l'achat de 2 flacons de mélatonine. Et le deuxième, plus accablant, des housses mortuaires. Donc, forcément, ça pose la question de la préméditation. Parce que acheter des housses mortuaires avant d'aller chez son frère, c'est quand même pas banal. Le 19 décembre 2016, Dominique est mis en examen pour l'assassinat de son frère. Et alors que cette affaire semble enfin résolue, vous allez découvrir que bien au-delà du mobile financier, ce crime sordide pourrait cacher en réalité une terrible vengeance familiale. Alors que Dominique Brunel est incarcéré dans l'attente de son procès, les conclusions des expertises psychiatriques laissent entrevoir la genèse de ce terrible fratricide. Car l'origine du mal pourrait se cacher dans l'enfance des 2 frères. On est dans ce concept d'un fils chouchouté, choyé, et de l'autre un fils rejeté, un peu comme Abel et Caïn. Un sentiment de rejet quotidien dont Dominique l'aîné parle comme d'un traumatisme.
Au niveau de l'enfance, il m'a expliqué que, par exemple, lui, pendant les vacances scolaires, devait aller chez les scouts, alors que, étonnamment, Jean-Marc restait avec ses parents. Jean-Marc était trop attaché à moi, ça je le sais. J'ai essayé, lui, de le mettre en colonie de vacances. Oh, il était malheureux comme tout, je ne l'ai jamais plus mis. Ils n'avaient pas le même caractère, pas du tout. Des différences de traitement qui auraient créé chez Dominique un fort sentiment de jalousie à l'égard de son frère, mais également une terrible rancœur envers ses parents. Une rancœur qui va atteindre son apogée en janvier 2014. Ce jour-là, Dominique reçoit une lettre signée de la main de son père, Michel. Un courrier pour le moins déconcertant. Car pour la première fois de sa vie, Michel Brunel s'adresse à son fils en le vouvoyant. À force de tirer sur la corde, elle se casse. Bravo, vous avez été incapable de travailler pour gagner votre vie. Vous avez truandé vos parents. Par contre, vous êtes très brillant pour dilapider votre fortune. Vous avez signé l'arrêt de toute relation avec vos parents. Il y a des limites à ne pas franchir, alors adieu. J'ai fait une chose que j'estime que tout parent doit faire avec ses enfants. Un jour, il faut tirer un bilan. Il est évident que le bilan que j'ai tiré ne lui a pas plu. Parce que je lui disais la vérité. Selon les psychiatres, cette lettre pourrait être le détonateur du terrible drame qui a touché la famille Brunel. Il explique que ça a été extrêmement violent pour lui parce qu'il n'a jamais eu de signe avant, il n'a jamais eu d'explication avec ses parents, il aurait voulu pouvoir discuter avec ses parents et que quand il a reçu cette lettre, ça a été un choc assez important. C'est la pire rupture qui puisse exister au monde. C'est pas une rupture sentimentale d'un mari qui quitte sa femme ou d'une femme qui quitte son mari. C'est une rupture de parents qui quittent leur enfant. Il est répudié. Il a fait la chose la plus terrible qu'il pouvait faire. Il savait très bien qu'en tuant son frère, il me tuerait moi. Et l'horreur de l'horreur. La meilleure façon de se venger de quelqu'un, c'est pas d'aller le tuer. Tuer, il meurt en quelques secondes. C'est de le faire souffrir. Et la meilleure façon de le faire souffrir, c'est d'aller leur tuer leur fils. Il faisait d'une pierre deux coups. Il récupérait le fric et il punissait ses parents. C'est abominable. Le lundi 20 mai 2019, c'est donc un procès hors du commun qui s'ouvre devant la cour d'assises du Vaucluse à Avignon. Dominique Brunel comparaît pour l'assassinat de son petit frère, Jean-Marc. Il risque la prison à perpétuité. À l'intérieur du palais de justice, la tension est palpable. Irène et Michel Brunel, malgré leur âge avancé, sont prêts à en découdre pour prouver que leur aîné, Dominique, a prémédité le meurtre de leur fils adoré, Jean-Marc. C'est malheureux, c'est mon fils, je le sais. Mais je vais condamner l'équipé. Je dois dire que ce procès, c'est le procès du courage. Du courage d'Irène et de Michel. À l'ouverture de l'audience, Dominique Brunel, lui, semble étonnamment calme. Il maintient sa version des faits. Tout est parti d'une bagarre qui a mal tourné. Et il n'a pas prémédité ce meurtre. Et il explique, Dominique, en disant « Mais j'ai senti que mon frère était distant. Pendant ces 15 jours, il m'a dénigré. Pendant ce moment où je veux discuter avec lui, il me rejette. C'est l'équilibre qui est rompu. » Et c'est là où, effectivement, cette bagarre va exploser. La présidente lui demande alors de justifier son attitude durant les heures qui ont suivi la mort de Jean-Marc. Une attitude peu compatible avec la thèse de l'accident. Et là, Dominique donne une explication qui va déconcerter toute la salle d'audience.
On lui demande comment il a pu mettre un sac poubelle dessus, le jeter dans un puits. Et lui explique qu'il est adepte de la philosophie shintoïste et que pour lui, à partir du moment où il était décédé, son frère n'était plus son frère, qu'il était parti comme un esprit. Il a basculé dans un autre monde, lui. Hein. Il est plus chez nous. Il est ailleurs. Je sais pas où il est, mais en tout cas, il est plus là. Le 3e jour du procès, déjà très éprouvés par le comportement de leur fils, Monsieur et Madame Brunel doivent à présent s'exprimer. C'est Michel, le papa, qui va commencer. Michel Brunel se lève pour aller jusqu'à la barre. Pour la première fois, il ne prend pas sa canne, il dit qu'il va y arriver. On lui propose un siège, il refuse. Il dit que ça va aller. Je n'avais rien préparé du tout, bien sûr. J'ai refait le parcours de nos 2 enfants, de nos 2 fils, jusqu'au moment où je n'ai plus pu. Et je me suis arrêté. Il s'effondre parce que pour lui, c'est vraiment trop dur, parce que c'est pas un fils qu'il a perdu, mais ses 2 fils. Ça fait quand même de la peine, et puis surtout, c'est quelque chose de pas commun, de trouver un de ses enfants derrière les barreaux. C'est une position terrible pour des parents. Je pense qu'il n'y a pas pire procès que ce procès-là. Et lorsqu'Irène Brunel arrive à la barre, la cour retient son souffle. Madame Brunel, quand elle est rentrée, j'ai cru que c'était un taureau qui rentrait dans l'arène. La vieille dame n'a qu'un objectif, convaincre la cour que son fils aîné Dominique a prémédité son geste pour mettre la main sur toujours plus d'argent. Et voici ce qu'elle déclare. J'ai élevé 2 garçons. Sur les 2, il ne me reste plus personne. Parce que des 2 fils, j'avais un ange et un démon. Un démon qui n'avait jamais assez d'argent. Et son regard, son attitude, c'était fort, c'était violent. Et j'ai ressenti toute la détresse qu'une mère pouvait avoir en se disant, c'est mon fils, c'est moi qui l'ai mis au monde, c'est ma chair. À l'issue de ce procès, Dominique Brunel est condamné à 30 ans de réclusion criminelle. Un soulagement de courte durée pour ses parents. Car Dominique a immédiatement fait appel de cette décision. Il est donc présumé innocent, mais reste incarcéré dans l'attente de ce second jugement. Michel et Irène Brunel sont depuis retournés à Alicante. À 91 et 95 ans, ils devront affronter un nouveau procès pour clore cette tragédie qui a gâché les dernières années de leur vie. Je demande qu'une chose, c'est que ça se débloque, qu'on tire le rideau et qu'on essaie de pouvoir vivre un petit peu. Et puis, j'attends rien, j'attends d'aller rejoindre Jean-Marc, un peu c'est tout. Merci d'avoir écouté la seconde partie de cet épisode consacré à l'affaire Brunel. Le 31 octobre 2020, la Cour d'assises d'appel du Gard a condamné Dominique Brunel à la réclusion criminelle à perpétuité. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast afin de recevoir chaque semaine un nouvel épisode. Je vous dis à bientôt.